rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0. Une émission animée par Nathalie Croiset. Le secteur de la construction avance dans la transformation digitale, mais il y a encore beaucoup à faire. La construction 4.0 permet de réinventer ses métiers. Il peut s'agir de la mise en œuvre industrielle de nouveaux systèmes de construction, l'utilisation du numérique sur les chantiers ou dans les ouvrages livrés. Chaque mois, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous parlons BIM, Lean, 3D et hors-site. Et on va zoomer ce mois-ci sur l'industrialisation de la rénovation énergétique à travers la démarche Energy Sprong et une démarche en particulier en Pays de Loire. Pour en parler en plateau, Sébastien Delpont, bonjour. Bonjour. Qui est directeur associé chez Greenflex et directeur d'Energy Sprong en France. Quelques mots pour vous présenter, Sébastien. Bien absolument. Greenflex accompagne des organisations dans leur transition écologique avec des métiers de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de solutions de financement. Et donc on a été retenu par l'État et la Commission européenne pour jouer ce rôle de facilitateur d'intérêt général, travailler avec les acteurs de l'offre et les acteurs de la demande pour arriver à démocratiser au plus grand nombre ces rénovations zéro énergie dont on a besoin plus que jamais. Alors on va en parler de cette démarche Energy Sprong plus concrètement dans un instant, mais on est également avec Axel David. Bonjour. Bonjour. Alors Axel David, qui est directeur des UHH des Pays de Loire, c'est ça? Alors je crois que vous êtes entre deux trains, c'est ça? Bonjour, je m'excuse pour les conditions qui ne vont pas être parfaites, mais qui sont liées à ce premier week-end de départ de juillet qui m'a pas permis de changer de train pour être avec vous en studio. Voilà, vous auriez pu venir, mais vous êtes là, c'est l'essentiel. En tout cas, vous avez de la verdure derrière, c'est plutôt sympathique. Nous sommes également avec Mathieu Garcia, bonjour. Oui. Alors j'ai l'impression Ah ça y est, je vous entends bien. Directeur associé d'Emenda, qui est un bureau d'études techniques. Quelques mots pour vous présenter. Vous définissez comme les ingénieurs de la bande, c'est ça? Bonjour Nathalie, bonjour mes voisins de plateau. Donc moi je suis l'ingénieur de la bande, effectivement je suis un des deux dirigeants d'Emenda, qui est une société d'ingénierie spécialisée dans l'efficacité énergétique du bâtiment. Voilà, et tout simplement. Vous allez nous en dire plus sur votre rôle dans un instant. Et enfin Alain Reynès, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis le directeur du développement de Socotec. Socotec qui se positionne comme une tierce partie de confiance. Et je vous expliquerai par la suite donc ce que ça veut dire. Parfait. Et merci beaucoup à vous parce que vous remplacez au pied levé Franck Petex-Sorg, le PDG de Socotec, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Vous voyez, entre les trains, le fait de se libérer, mais vous êtes là pour en parler et donc c'est l'essentiel. Alors Sébastien Delpont, je me tourne vers le seul en plateau, mais je suis ravie d'avoir tout le monde. Donc parler de cette démarche. Ce qu'on va dire, c'est que c'était en novembre 2020, ça a marqué une vraie étape dans la démarche Energy Sprong en France. C'est le lancement du premier marché groupé de rénovation à énergie zéro, et donc c'est ce qui se passe en Pays de Loire. On va en parler avec Axel David dans un instant, mais rappelez, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais on en parle régulièrement. Déjà, la dernière fois, on avait parlé d'une démarche Energy Sprong en Bretagne. D'ailleurs, je sais que Pays de Loire et Bretagne travaillent beaucoup là-dessus. C'est quoi cette démarche, cette approche innovante de massification ? Cette approche, elle part du constat et du principe que oui, certes aujourd'hui rénover de façon ambitieuse, ça coûte cher aujourd'hui, mais ce qui est un fait n'est pas une fatalité. Il y a des façons de faire et on s'inspire notamment de ce qu'ont réussi le monde du logement social et les acteurs économiques hollandais pour arriver à baisser les coûts de 50% de ces rénovations lourdes en 5 ans, avec cette approche de pousser un segment de marché de rénovation simple à comprendre et ambitieuse dans leur mode de faire, du zéro énergie garantie sur 30 ans, et qui arrive et qui réussit parce qu'on arrive à en faire un sport collectif, parce qu'on a une coopération large d'acteurs entre maîtres d'ouvrage, cette coopération horizontale, parce qu'effectivement différents propriétaires de patrimoine se disent c'est ensemble qu'on sera plus intelligent, et des coopérations verticales entre tous les acteurs de l'acte de rénover, de construire, des bureaux d'études, d'entreprises générales, d'énergéticiens, pour réfléchir ensemble, collectivement, comment on peut tous faire un pas de côté, avec bien sûr le soutien des financiers comme la Banque des Territoires, les collectivités ou le national, on a le plan de relance qui soutient la démarche. On peut arriver à aligner les intérêts des uns et des autres pour faire donner une réalité. Quand on voit l'état du problème de la précarité énergétique, c'est un problème industriel. Quand on voit le retard pris dans les politiques climat par le pays, encore rappelé par le Conseil d'État hier,
Et le fait qu'un tiers de l'artisanat français va partir à la retraite dans les 10 ans, on voit qu'il y a un besoin massif de se réinventer pour faire mieux avec moins. Et c'est l'une des mentions de ce projet, c'est de lancer cette dynamique et essayer ces nouveaux modes de faire d'un point de vue technique, d'un point de vue contractuel, parce que juste on en a besoin. Alors l'idée, c'est d'identifier les bâtiments qui ont besoin de rénovation. Et il y en a quand même un certain nombre en France. 26 millions. Voilà, et puis après, de passer des contrats avec des industriels pour justement acheter en grande quantité et à un prix aussi qui sera intéressant, c'est ça, si je veux résumer un peu? Oui, c'est un des résumés. C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, tous les bâtiments ne sont pas rénovables de façon industrielle, mais il y en a un bon 35% qui le sont sur le territoire. Alors après, ça varie d'un département à un autre en fonction des typologies architecturales, mais ces 35% qu'on peut rénover de façon industrielle a une ambition zéro énergie. Ça va être absolument essentiel pour tenir les objectifs climat de la France à 2050. Si on veut en moyenne ramener tout notre parc de bâtiments à une étiquette moyenne B, on le fera parce que malheureusement, il y a 20% de bâtiments qu'on n'arrivera pas à ramener au-delà de C techniquement. Et donc, on aura besoin d'un minima 20%, parmi un potentiel de 35%, qu'on arrivera à ce niveau A+. Il faudra qu'on le fasse le moins cher possible, le plus rapidement possible. Et c'est toute l'ambition d'amorcer ça, avec des grands donneurs d'ordre pour amorcer la pompe et que se structurent des nouveaux produits, des nouveaux outils, des nouveaux modes de faire. Et on a besoin d'avoir des grands maîtres d'ouvrage qui ont le courage d'innover, de se lancer. Et c'est ce qu'on a trouvé sur ce territoire de Pays de la Loire. Et ben voilà, vous faites le lien parfait avec Axel David qui est avec nous en visio. Donc voilà, expliquez pourquoi vous êtes lancé aussi, on va dire, dans cette aventure qui n'est pas de petite taille. C'est quoi? C'est 2000 rénovations, c'est ça? C'est 2000 bâtiments? C'est 2108 logements répartis dans 5 lots géographiques sur 3 départements des Pays de la Loire. Donc c'est quelque chose qui est volontairement massif. Et en fait, on s'est dit en Pays de la Loire, d'abord, on avait des difficultés pour rénover un certain type de bâtiments, notamment nos pavillons à chauffage électrique sur lesquels on était en grande difficulté, sur lesquels on ne trouvait pas forcément de solution. On faisait des prototypes à peu près à chaque fois et il fallait essayer de trouver une solution un peu plus pérenne, un peu plus structurante, un peu plus de filière. Et c'est là qu'on a rencontré Energy Sprong et Sébastien et qu'on a commencé à travailler ensemble autour de ce sujet. Et puis, on a une ambition quand on est un organisme HLM et quand on représente des organismes HLM comme moi, c'est assurer à nos locataires un bouclier énergétique, s'assurer qu'ils ne seront pas en précarité énergétique une fois qu'on aura fait des réhabilitations. Et c'est ce qu'amène le concept énergie égale zéro. Et ça nous a séduit. Et on s'est dit, bon, très bien, des collègues ont déjà fait des opérations dans le nord de la France, du côté de Lyon, un peu en Bretagne, vous venez d'en parler. Mais finalement, toutes ces opérations sont très intéressantes, mais elles se sont faites sur des petits volumes, des petites échelles, qui n'ont pas permis à la filière de faire les investissements nécessaires qui permettent d'arriver à une maturité du système. Et donc, c'est comme on est un peu à l'ouest et qu'on aime bien les défis, on s'est dit que nous, on allait reproduire cette dimension du projet hollandais qui n'avait pas été encore reproduite, c'est-à-dire la commande de masse. Et parce que c'est une première en France, il faut le signaler quand même. À cette échelle-là, ça n'existe pas. Alors c'est un pari, c'est un vrai pari qu'on est en train de relever avec mon AMO et mes AMO, et Mathieu les représentera dignement tout à l'heure sur cet exercice, qu'on est en train de relever surtout avec les groupements d'entreprises qui travaillent d'arrache-pied en ce moment. On est en plein dialogue compétitif pour arriver à nous trouver les meilleures solutions et les plus compatibles en termes de performance et de prix. Mais c'est un exercice difficile et on est très mobilisés pour y arriver parce qu'on pense que cette filière mature, si on ne la fait pas émerger avec notre projet, on ne la fera jamais émerger en France. Et donc, il y a un vrai défi à y parvenir. Alors j'espère qu'on va vous retrouver parce qu'on a un petit problème de connexion. C'est pas toujours facile entre deux gares, mais je vais passer la parole et vous pourrez commenter spécifiquement sur, justement, vous êtes en train, comme vous dites, de recruter, si je peux dire, les entreprises. Ça a été lancé en novembre. Il faut quand même une bonne année pour que les choses se mettent en place. Mathieu Garcia, sur le rôle aussi que vous jouez chez Emenda dans cette aventure. Oui, alors Emenda fait partie d'une équipe constituée donc de partenaires complémentaires. CETEC Organisation, qui est mandataire du groupement, qui s'occupe de la partie procédure et financière. LPA, qui est un cabinet d'avocats, donc Lefebvre Pelletier Associés, qui s'occupe de la partie juridique. Et puis Patch, qui est spécialisé dans la construction en site, le volet industrialisation. Voilà, Emenda apportant la composante technique. Donc cette équipe, effectivement, fait partie des gens autour d'Axel, avec Sébastien, qui tente de relever le défi Energy Sprong en Pays de Loire. Alors pour vous, c'est un vrai défi aussi, justement. C'est quelque chose d'assez neuf, vous, en tant que bureau d'études?
Alors c'est quelque chose d'assez neuf, oui, sur le côté d'abord le fait d'adresser un parc diffus. En fait, les contrats de performance énergétique, ce qu'est sous une certaine forme Energy Sprong, c'est quelque chose qui existe quand même depuis quelques années. Il y a 10-15 ans, on en parlait déjà. Les premiers CPE, notamment dans la région centre, ont été lancés en 2005-2006. Donc c'est un dispositif qu'on connaît, mais qu'on connaissait moins sous différentes formes d'ailleurs, à la fois sur la nature du parc, je viens de vous le dire, un parc diffus avec des locataires, voilà, donc des maisons à gérer. Une opération à là, une autre opération 100 km plus loin sur des petits ensembles. Donc ça, c'est un peu un des enjeux du projet. Il y a ça, il y a la garantie E égale 0 sur 30 ans, qui est là pour le coup qui est structurante. Et là où on est sur quelque chose de plutôt différenciant et très intéressant, c'est que le E égale 0, il porte sur un bilan en énergie dite finale, là où d'habitude, de manière conventionnelle, on raisonne sur des énergies primaires dans notre pays. Enfin, la réglementation thermique, elle se base sur des énergies dites primaires. On pourra en venir dessus si vous le souhaitez. Là, on raisonne sur des énergies finales, c'est-à-dire celles que on retrouve sur la facture des locataires. Voilà. Donc, c'est-à-dire le kilowattheure qu'on paye d'électricité, de gaz, celui qu'on paye réellement, en définitive. Bon, donc il y a ça. Et puis la garantie sur le long terme, sur 30 ans. Dans le domaine des concessions, des délégations de services publics, des CPE, une délégation d'autoroute, c'est 90 ans. Un CPE, c'est en général pas plus de 15 ans. Donc, c'est aussi un défi que de plancher sur des échéances lointaines, enfin plus longues. 30 ans, c'est quoi? C'est repartir en fait sur un cycle nouveau pour le logement. Voilà. Et j'ajoute, et je termine par ça, que cette période est attachée également à des financements spécifiques, voilà, de la Caisse des dépôts, qui sont sur ces durées de temps, des durées d'amortissement, tout simplement des travaux. On va y revenir évidemment en détail, mais je voulais me tourner vers Alain Reynès pour qu'il puisse nous dire, Socotec, vous, le rôle que vous avez à jouer, c'est vous assurer que ce projet il est faisable? Oui, donc en fait, comme a dit donc Mathieu Garcia et Axel David, donc on voit qu'il y a une mutation, que les maîtres d'ouvrage et leurs partenaires sont passés d'une obligation de moyens à une obligation de résultats, en particulier de performance. Donc l'urgence des défis sociétaux, écologiques et économiques les conduit à transformer leur modèle. Donc, en termes de critères de performance sociale et environnementale, même on peut dire que leur raison d'être sera résolument extra-financière dans l'avenir. Et donc, nous, notre ambition, c'est de les accompagner. Donc, on connaît Socotec comme tierce partie indépendante. Et aujourd'hui, on se positionne comme une tierce partie de confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la tierce partie indépendante, c'est on se base sur des dispositions réglementaires, on évalue un état de conformité, c'est assez basique, c'est conforme ou pas conforme. On voit que les maîtres d'ouvrage et les partenaires ont besoin de nous pour aller plus loin. C'est là où on parle de tierce partie de confiance, c'est-à-dire qu'on est là pour sécuriser l'atteinte des objectifs de performance, c'est-à-dire aller au-delà du réglementaire, en particulier sur les sujets de construction innovante. Et la démarche donc portée par Greenflex, Energy Sprong, avec la construction 4.0, en fait, c'est la révolution numérique qui va permettre d'être un outil pour donc lever tous ces défis. Voilà. Donc sur la démarche plus particulièrement Energy Sprong et 4.0. Donc nous, Socotec, on accompagne donc les maîtres d'ouvrage et leur AMO dans la recherche de solutions. C'est-à-dire que la tierce partie indépendante, c'est plutôt poser des problèmes. La partie tierce partie de confiance, c'est amener des solutions, conforter des solutions. Concrètement, donc lorsque donc Mathieu Garcia dit donc lorsqu'on est en démarche donc de choisir le groupement d'entreprise, ce qu'on appelle COREA, c'est-à-dire conception, réalisation, livraison, assemblage, la tierce partie de confiance a pour objectif d'analyser les procédés, d'indiquer si les techniques elles sont traditionnelles ou pas, si on aura besoin d'un avis technique, d'assurer que l'existant, puisqu'on parle d'existant, donc sera à même de recevoir le procédé proposé, puis faire en sorte que la grande majorité des risques soient anticipés, parce qu'il sera plus possible d'effectuer des modifications pour chantier. Voilà. Donc en fait, Socotec, je pourrais dire, nous sommes donc l'organisme qui porte la preuve du résultat. Voilà.
Alors, quand vous dites que vous allez au-delà du réglementaire, qu'est-ce que vous voulez dire, vous, dans votre métier? En fait, si vous voulez, donc, on voit que le législateur, chaque fois donc, qu'il y a avec la transition donc, écologique, sociétale, donc, met des textes réglementaires pour que les ouvrages donc, soient respectueux donc, de la réglementation. Mais on voit que c'est pas suffisant. On voit donc que Axel David avec l'USH et Sébastien Delpont vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont plus loin que la réglementation, c'est-à-dire qu'ils vont sur des performances donc énergétiques. Et pour cela, c'est pas la réglementation, le cadre qui permettra donc d'atteindre ces objectifs. Donc ça veut dire que c'est de l'innovation. Dès qu'on dit innovation, en fait, on sort du cadre. Donc, on a besoin donc. Alors, je vais faire réagir Sébastien Delpont dans un instant, mais vous aussi, on va dire, on vous voit comme contrôleur technique. Est-ce que ça fait évoluer aussi votre métier, cette approche-là? Oui. Alors déjà, nous, on était en pleine mutation depuis une dizaine d'années. On se rend compte que notre métier, qui est vieux, hein, puisqu'il a 40 ans de vie, donc doit aussi muter, doit aussi évoluer. Et c'est pour ça que notre filière donc ne s'appelle plus Coprex, s'appelle Filiance, c'est-à-dire tierce partie de confiance. Donc on doit créer la confiance avec les partenaires et comme je l'ai dit, donc être le garant du résultat. Alors justement, Sébastien, je pense que je le voyais prendre quelques notes pendant que les uns et les autres parlaient. Quand on parle d'aller au-delà du réglementaire, vous êtes en train de bousculer les lignes là, avec ce Energy Sprong. Je pense que c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est l'heure d'oser l'inhabituel. Quand on voit là où nous amenait l'habituel, c'est-à-dire très loin de ce que la planète peut supporter, de ce que socialement les ménages peuvent supporter. On a vu les gilets jaunes. Il y a vraiment besoin. Enfin, il faut oser des ambitions radicales. Parce que radical, ça veut devenir le nouveau normal sur ces questions. Et que, voilà, en période de Tour de France, pour le parallèle sur le sujet, mais voilà, la loi, c'est la voiture balai. Ensuite, il y a les pratiques du secteur qui sont un peu meilleures que la loi. Voilà, le peloton. Et nous, on essaie d'être l'échappée devant le peloton, qui force le peloton à accélérer, à aller plus vite. Simplement, c'est des courses qu'on gagne ensemble. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas se permettre de rester dans le rythme et dans la façon dont on fait habituellement. Donc, on a besoin de travailler. Alors, certes, c'est parfois épuisant. Il faut de la sueur pour arriver à ces questions. Et Dieu sait que les différents partenaires suent pour arriver à faire de l'inhabituel. Et c'est là qu'on a besoin de s'entourer de conseils qui vont regarder cette dynamique par ces différents prismes. Parce que la question n'est plus la question de la direction. La direction, effectivement, c'est celle du comment et à quel rythme. C'est ce qu'on essaye de travailler avec le regard des différents acteurs volontaires qui s'engagent et qui n'ont pas peur de dépasser leurs frontières historiques et leurs habitudes en se disant voilà où est le sens. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail. Beaucoup de choses ont été abordées par les différents intervenants. E égale 0. Oui. Voilà, ça veut dire quoi concrètement derrière? Alors on a commencé à parler d'énergie finale versus énergie primaire. Quels sont les engagements en la matière de la démarche? Un des drames de la rénovation, c'est que personne ne comprend ce que c'est que la rénovation. Et qu'aujourd'hui, est-ce que changer une chaudière, changer 3 fenêtres, souffler de la laine minérale dans ses combles, c'est une rénovation? Aujourd'hui, j'ai envie que votre grand-mère, votre beau-frère comprennent ce que c'est que ces sujets. Et moi, quand on lui parle de 135 kWh par mètre carré en énergie primaire, ma grand-mère, elle comprend pas. Oui, l'autre jour, j'étais à une conférence, on disait quand on dit 1 kWh, on ne sait pas ce que c'est en fait. On ne sait pas à quoi ça s'applique. Quand on parle de zéro énergie, ça commence à devenir plus simple. Exactement. On comprend intuitivement que voilà, mon logement consommera autant qu'il consomme. Qu'il produit. Et donc, on arrive à des choses plus simples. On a besoin d'arriver à simplifier cette question de la transition et en faire un projet porteur qui fait que l'élu local, qu'un charcutier à la retraite ou un prof de lettres soit capable de s'appréhender le concept aussi facilement qu'un occupant du logement social ou qu'un constructeur. Et il y a besoin de ces grands compromis. Si on veut rhabiller le parc français, c'est pas toujours énergétique. Il va falloir quelques grands standards de la rénovation. Aujourd'hui, on habille 90% de la population française avec du XL, du L, du M et du S. Voilà, nous on a cette ambition de développer ce segment de marché très performant, pas adapté à toutes les formes de bâti, mais qui va tirer les choses vers le haut. Et c'est bien ça qu'on va aider à faire. Forcément, ça bouscule des modes de faire, mais c'est juste indispensable. Alors Axel David, vous nous écoutez, vous êtes toujours avec nous, vous voulez commenter ce qui vient d'être dit? Alors je ne suis pas sûre qu'on soit avec Axel David. Si.
Bon, maintenant, on n'a plus de son. On vous a perdu. Je n'ai pas entendu la question. Oui, j'en prie, oui, parce que c'était. Maintenant, c'était tout simplement de commenter ce que venait de dire. Alors, j'espère que vous l'avez entendu, ce que vient de dire Sébastien. Oui. Non, tout ça, c'est une des vraies raisons pour lesquelles on est rentré dans le concept Energy Sprong. C'est qu'il fallait que ça soit appropriable et que ça soit simple, que ça le soit par les 14 bailleurs qui sont inscrits dans la démarche, que ça le soit aussi par les collectivités qui nous accompagnent, la région, l'ensemble des départements où on a des opérations inscrites, les intercommunalités, l'agglomération, notre métropole. Bon voilà, E égale 0, ça parlait assez rapidement à tout le monde. Et puis que ça parle à nos locataires. Et donc c'est assez simple de dire qu'on va faire des réhabilitations extrêmement ambitieuses qui vont faire qu'on va réduire les consommations le plus que l'on pourra et se dire que tout ce qu'on ne peut pas éliminer, il va falloir qu'on produise l'équivalent en énergie renouvelable. Et quand on a dit ça et quand on a posé ça comme principe, et c'est assez simple, et le dire qu'on le fera pour des usages normaux, c'est-à-dire que moi je suis resté plus de 3 minutes sous la douche ce matin, et donc c'est important que ça aussi ça soit pris en compte dans le dispositif, parce que très concrètement, la vie rêvée des gens, même si on essaie de pousser à des usages vertueux, pour de vrai, ils ne sont pas si évidents que ça. Et donc, être sur un concept simple, le E égale 0, être en même temps sur un concept qui est très ambitieux et qui va très loin, c'était une bonne manière d'emmener tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a fait jusqu'à l'État, qui nous accompagne avec l'appel à manifestation d'intérêt Massy Réno, qui est venu renforcer les supports et les accords que nous avions pu avoir localement avec les collectivités pour financer ces opérations qui coûtent assez cher encore pour le moment. On est sur un marché de combien là ? Allez, on peut le dire ? C'est un marché de 200 millions d'euros. Donc il faut clairement parler chiffres donc, aussi. C'est un bon Golgoth qui n'est pas si facile que ça à financer. Donc pour arriver à le financer, bien entendu, les organismes sont les premiers contributeurs, de très très loin. Mais on a la chance de pouvoir être accompagné à la fois par l'État, autour de 20 millions d'euros, et puis par les collectivités qui vont apporter des sommes assez importantes, au-delà de 30 ou 40 millions d'euros probablement quand les négociations seront finalisées. Et puis un acteur bancaire qui est capable de faire des prêts sur le long terme, et c'est la Banque des Territoires, parce que le modèle il est sur 30 ans. Il s'équilibre sur 30 ans. Il faut qu'on ait redonné un cycle de vie au produit, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. Et donc, il faut trouver un banquier qui a envie de prêter sur ces durées-là. Et c'est la spécialité du banquier du logement social qui est la Caisse des dépôts. Et alors, l'idée, c'est financé grâce aux économies réalisées aussi. C'est ça, finalement, le E égale 0 aussi dans cette histoire-là. Alors, Axel peut réagir et Sébastien qui est en plateau. Allez-y. Les premières opérations, elles ne sont pas encore complètement financées par les économies d'énergie. D'accord. C'est quand le système sera à maturité que tout sera financé par les économies d'énergie. Mais bien entendu, ça rentre déjà dans l'équation. Ce que les locataires ne dépenseront pas en énergie, ils peuvent contribuer pour une petite partie à le remettre dans le système. C'est la contribution aux économies d'énergie. C'est les certificats d'économie d'énergie que l'on va mettre dans le système. Et puis, c'est aussi le rachat de notre énergie renouvelable produite, qui à un moment donné va rentrer dans l'équation et permettre, on l'espère, à la fin de boucler ces financements de manière plus autonome dans les vagues qui viendront, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et celles qui sont en train de s'organiser sur d'autres territoires, sur l'exemple de ce que nous avons fait en Pays de la Loire. Voilà, c'est que le début. Sébastien veut commenter avant que je passe la parole à Mathieu. Je pense que le sujet, c'est de réinterroger l'économie des projets de rénovation et leurs co-bénéfices, des bénéfices qui ont une valeur immobilière. C'est aussi moins d'impayés, moins de taux de vacances qui sont importantes pour l'équilibre économique d'un opérateur, en tout cas d'une foncière qui est propriétaire de logements, comme bien sûr ces dimensions énergétiques. Et donc l'idée, c'est de bien réinterroger ce qui est aussi le coût réel, constaté sur le temps long des réhabilitations quand on les fait de façon trop partielle, pour vraiment se réinterroger effectivement quel est le sens vu de différents angles. Il faut une équation économique qui fonctionne pour les entreprises, qui fonctionne pour les maîtres d'ouvrage et qui fonctionne pour les occupants. Et ça, effectivement, change les façons de compter, mais c'est sûr qu'on ne peut plus compter comme avant sur ces questions, donc c'est absolument essentiel, même si ça nécessite beaucoup de temps, d'accompagnement et de méthodes pour trouver ces nouveaux modes de faire. Avec cet enjeu de la transition, on se rend compte de façon plus macro, d'un point de vue dans l'économie, que ce sont en tout cas le modèle les plus vertueux, sont plus intenses en capitaux et plus faible en charge. Et c'est ce modèle qu'il faut arriver à transposer, mais qui nécessite forcément, quand il est plus intense en capital, d'avoir des discussions un peu sérieuses avec son banquier et de s'interroger des différents modes de faire à différents échelons. Qu'il s'agit du soutien des collectivités, parce qu'aussi c'est un contributeur précieux au développement économique territorial et au fait d'appuyer les PME des territoires dans leur développement. Comme ça peut l'être à des financements nationaux en lien avec la politique du logement, ou même des financements européens à l'heure où on est en train de poser les bases d'un Green New Deal. Alors, Mathieu Garcia, vous pouvez commenter ce qui a été dit. Je voudrais vous faire revenir aussi sur cette notion de E égale 0. Vous avez commencé aussi à en parler.
Vous êtes avec nous, Mathieu ? Oups, je croyais que c'est vous qui activiez le micro, Nathalie. Non, ce n'est pas moi. Je ne peux pas tout faire. Moi. Je le saurai à l'avenir. Non, Sébastien parlait de soutien au capital. En fait, on est sur des opérations capitalistiques. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche qui est innovante et qui a vocation à ouvrir la voie. Donc, comme toute création d'une filière industrielle, à un moment donné, il faut des capitaux, il faut des efforts. Axel parlait de maturité. La maturité, en fait, elle est liée à quoi ? Et je répondrai à votre question, Nathalie, sur le E égale 0. Hein. Elle est liée à l'émergence et la structuration d'une filière industrialisée pour autant que possible, ou à minima standardisé d'ailleurs, c'est deux mots qui sont assez différents, voilà, pour imaginer les solutions de demain de rénovation massifiée. Donc on parle de quoi en fait ? On parle d'une mobilisation d'une filière industrielle qui vont mettre au point des solutions innovantes idéalement, de façades, de toitures isolantes, de modules énergie pour minimiser les travaux en intérieur et puis tout simplement maximiser les effets de volume en imaginant, comme Sébastien disait, des tailles M, des tailles S, des tailles L, etc. Mais la même chose, mais pour le bâtiment, pour la rénovation, donc des solutions types en fait sur catalogue qui évidemment seraient pas incompatibles avec l'architecture, hein, surtout pas. Simplement, ce qu'on est en train de dire, c'est on imagine des façons de préconstruire des produits tout en étant assez large sur les possibilités de teintes, de matériaux. Et en fait, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait compatible avec les filières industrialisées qui existent déjà autour du bois, du métal, enfin de tout ce qui est bardage, etc. Bon. Donc, il faudra du temps pour que la filière s'organise, hein, et c'est une question de, on l'espère, quelques courtes années. Sur le E égale 0, alors, bon, désolé, je vais parler d'énergie finale et primaire. Non, un tout petit peu. Non, c'est ce que je disais, en fait, hein, c'est que l'énergie finale, c'est très simple, c'est le kilowattheure qu'il y a sur la facture. Ça, tout le monde connaît, et tout le monde a remarqué que le prix de notre facture, c'est des kilowattheures multipliés par le coût du kilowattheure. Donc, le kilowattheure, ça parle aux gens. Il y a le sujet au fond, la démarche d'Energy Sprong, la démarche engagée par Axel, elle vise à quoi ? Elle vise à offrir, à garantir aux locataires ce qu'on appelle un bouclier énergétique. Donc non seulement faut minimiser les consommations, donc E égale 0, c'est quelque chose, c'est une consommation en fait de laquelle on va déduire une production d'énergie renouvelable. Donc il y a du plus, il y a du moins. Le plus, c'est les consommations de tous usages, donc chauffage, production d'eau chaude, et les usages dits mobiliers. Ça aussi, c'est une nouveauté de la démarche, hein, c'est qu'on va chercher à effacer les usages mobiliers que sont le frigidaire, la machine à laver, etc. Donc ça, déjà, il faut les minimiser. On n'a pas beaucoup la sensibilisation auprès des locataires pourrait évidemment influencer les consommations liées aux usages mobiliers, que sont, je vous l'ai dit, hein, tous les systèmes, hein, les télés, etc. Bon, ça c'est de la sensibilité. Par contre, sur le chauffage, la production d'eau chaude, là, c'est des solutions que les industriels peuvent directement traiter avec des systèmes plus performants, avec des niveaux d'isolation importantes, avec un travail sur l'étanchéité à l'air, etc. Donc une fois et ça, c'est ce qui constitue le bouclier énergétique. La facture, elle est réduite. Pourquoi ? Parce que les consommations sont réduites. Puis ensuite, il y a la compensation qui va se faire essentiellement par la production à demeure photovoltaïque, voilà. Et ça rentre complètement dans le business model effectivement d'Energy Sprong. Et là encore, et je finis là-dessus, les groupements qui apportent une réponse notamment à l'USH en ce moment, enfin MASH et les 14 bailleurs, hein, ça vise à aussi garantir cette production d'énergie renouvelable sur les 30 ans avec des systèmes performants et heureusement, il en existe. Alors, je voulais faire réagir Alain Reynès, mais je sais que Axel David doit aller prendre son train. Donc, je vais faire réagir tout de suite. Éventuellement, parce que là, voilà, j'annonçais un lancement en novembre. Là, vous êtes en train de recruter les entreprises avec un tissu bien varié aussi. Vous cherchez aussi des acteurs alternatifs dans l'histoire. Ouais, c'était une volonté des 14 maîtres d'ouvrage. Nous, on cherche à générer une filière mature et, si possible, d'ailleurs territoriale, c'est-à-dire qu'elle se situe pour une bonne partie en Pays de la Loire. Et c'est le pari qu'on a fait. Et on a réussi à attirer sur ce marché à la fois les grands groupes tels qu'on les avait imaginés, mais aussi les groupes énergétiques, mais aussi des acteurs alternatifs qui se sont constitués autour d'industriels ou de petites entreprises générales. Et donc, on est sur un concept qui est plutôt riche parce que c'est de l'énergie du territoire, au moins à 50% pour les entreprises, que vont naître les solutions que l'on veut faire émerger. Et ça,
très concrètement, dans la commande que les organismes s'étaient passés entre eux, les 14 organismes, il y avait vraiment cette dimension de se dire que ça devait être avant tout un projet territorial. Et c'est important pour nous. Et alors, vous retenez quoi par lot, un candidat, c'est ça? Il y a une démarche aussi un peu particulière dans votre façon de faire. On fait, alors, on est encore à l'ouest. Les 14 bailleurs sociaux sont très ambitieux et en même temps font un vrai pari. On s'est dit que pour l'accord cadre, on retiendrait un seul groupe d'entreprise pour chacun des lots. Donc, c'est des lots de 500 logements à chaque fois. Parce qu'il faut qu'on puisse donner de la confiance à l'entreprise qui va être retenue, au groupement d'entreprises qui va être retenu, qui puisse faire les investissements en se disant et se projetant sur les 500 logements pour qu'on obtienne l'ensemble des économies d'échelle du système. Et donc, c'est un pari ambitieux, mais dont on est en train de sécuriser la mise en œuvre dans le cadre de ce dialogue. Et ce dialogue, je peux vous le dire, il est riche, il est fort, il nous occupe très fort. Et, alors, sans pour rien pouvoir dévoiler du contenu, bien entendu, Mathieu pourra y revenir sur les modalités d'organisation. Oui, je vais le faire réagir. Je vais le faire réagir, surtout qu'on est en train de vous perdre techniquement en plus, indépendamment du fait que vous devez aller prendre votre train. Mais merci à vous. Oui. Je vous salue. Au revoir. Merci à vous, Axel David, d'être intervenu. Donc, comme je disais, entre deux trains, c'est pas toujours simple. Mathieu Garcia, et j'oublie pas Alain Renès, pour qu'il puisse réagir. Peut-être puisque vous encadrez toute cette procédure, l'offre des candidats. Pas oublier votre micro. Ouais, c'est pas simple, pas simple à visio. Non, Nathalie, j'aurais souhaité être parmi vous et j'ai pas entendu votre question du coup. Réagir sur le propos d'Axel. Oui, voilà, sur la procédure, puisque voilà, il était en disant qu'il disait que vous pouviez tout à fait éclairer. Complètement. Alors sur la procédure. La procédure, c'est d'abord sur la forme du contrat, c'est un marché global de performance. Bon, c'est quelque chose d'assez similaire au contrat de performance énergétique, et donc le principe consiste à rassembler dans un même contrat la conception, la fourniture, la construction et l'exploitation dans le temps des travaux réalisés en vue de garantir le maintien, enfin d'obtenir la performance E égale 0 et de la maintenir dans le temps. Donc vous voyez que tout est tourné sur un projet comme celui-là autour de cette garantie E égale 0 sur 30 ans. Ça c'est vraiment le fil conducteur et toute la procédure en découle. Bon, ça c'est la forme du contrat. Sur alors c'est un projet un peu spécifique dans le sens où, vous savez, en général, un maître d'ouvrage et typiquement les bailleurs, c'est des gens qui sont sachants, qui ont, ce sont des maîtres d'ouvrage aguerris. Quand ils achètent quelque chose, en général, une construction, ils savent combien ça coûte ou combien ça va coûter. Et là, c'est un peu plus difficile. C'est un pari. Alors, ils savent évidemment ce qu'ils ont dans leur budget, mais là, c'est un pari. C'est un pari collectif qu'ils ont décidé de se lancer, voilà, et qui est en bonne voie d'être réalisé, d'être atteint. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc ce pari, bien pour y arriver, il faut nécessairement entrer dans une phase de dialogue importante avec les candidats. Et donc c'est le dialogue compétitif qui a été retenu, pour vous dire, parce que tout le monde se cherche un peu, la filière des industriels et des entreprises en général se cherchent forcément, parce que c'est quelque chose de très nouveau, il y a beaucoup d'innovation là-dedans, tout le monde doit faire le pas de côté qui s'impose. Et puis côté maître d'ouvrage, voilà, c'est un peu plus incertain. Donc il y a des principes par contre qui sont absolument intangibles, évidemment, il y en a un certain nombre, le E égale 0 en est un, voilà, mais il y a différents chemins pour y arriver si vous voulez. Bon, donc c'est un dialogue compétitif qui s'engage avec les candidats, qui est extrêmement riche pour le coup, avec des candidats qui, alors que le pays se relance en ce moment, avec une grosse activité dans le bâtiment, se donnent corps et âme dans l'exercice, avec une très grande richesse dont il ne sortira que du bon. C'est une évidence. Je vous dis ça parce qu'on est sur le mois de juillet là déjà avec un gros travail d'analyse qui a été fait sur les offres initiales et on voit qu'il en sortira que du bon. En tout cas, on est optimiste, nous l'AMO, et puis le maître d'ouvrage va finir par le devenir également sur l'issue de la procédure. Alors, Alain René, je vous ai pas oublié, mais c'est vrai que je voulais vous passer la parole auparavant, mais comme on m'a signalé qu'Axel David allait prendre un train, c'était à lui de commenter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Beaucoup de choses ont été dites là depuis tout à l'heure. Qui ont été dites. Donc, moi, je reviens sur le principe donc de la démarche Energy-Sprong. Donc, principe, on a beaucoup parlé d'énergie. Aussi, il faut parler aussi d'éléments réels de construction, puisque la démarche est basée sur le hors-site également. Et donc, le hors-site, c'est vraiment l'innovation
la grosse innovation dans la construction, puisqu'on relie l'industrie avec la construction, ou la construction vers l'industrie. Enfin, en tout cas, les deux doivent converger. C'est vraiment une grosse révolution dans nos métiers. Et évidemment, lorsqu'on parle de massification, Sébastien en a parlé, Mathieu Garcia aussi, il faut faire très attention. C'est-à-dire, donc, il y a des risques, donc des risques donc assurantiels, c'est-à-dire donc risque sériel. C'est-à-dire, si on se plante sur un élément, ben, en fait, ce sera donc un risque de sinistre en série. Voilà, donc être très très prudent. Et la tierce partie de confiance également se positionne donc comme pivot entre le maître d'ouvrage, l'industriel et l'assureur. Et je pourrais même dire, ça fait un jeu de mots, donc c'est pour rassurer l'assureur sur le mode constructif qui sera retenu. Voilà. Et vous, le hors-site, j'allais dire, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, vous, chez Socotec. Hein. Oui, donc on connaît bien. On a l'honneur de participer donc au campus hors-site. Nous avons la semaine dernière donc sorti un livre blanc donc sur la construction hors-site. Donc c'est quelque chose qui est important et nous croyons vraiment donc à ce type de construction. Je pense que ce sera l'avenir très rapidement donc dans la construction. Alors, on a parlé beaucoup, on va dire technique aussi, Sébastien Delpont, mais finalement, Axel David en parlait. Il y a les locataires aussi. Je sais que la démarche Energy-Sprong veut aussi finalement les embarquer, hein, parfois dans une démarche. Pourquoi pas le choix du design, du confort, indépendamment de la gestion de l'énergie. Oui, c'est un sujet essentiel. On a besoin de convaincre, en tout cas de façon très large, les Français de s'engager dans ces projets de rénovation énergétique. On a besoin de leur adhésion. Et avoir leur adhésion, c'est comprendre leurs enjeux, comprendre leurs besoins et comment, en tout cas, il peut y avoir une évolution des offres et des solutions pour permettre de mieux, en tout cas, traiter ce que vont être leurs attentes et leurs besoins, y compris d'un point de vue design, beauté des solutions, du regard que ça va donner, en tout cas, de la société vers eux, parce qu'ils vont avoir la fierté, et c'est ce qui se dégage d'un certain nombre de projets, qu'ils ont plus l'impression d'habiter en logement social. Et on est bien là, on a besoin de cette fierté citoyenne de s'engager dans cette voie. On a besoin d'exemples réussis un peu partout sur le territoire pour arriver à sortir, ou trop souvent en tout cas il y a eu ces derniers temps sur la rénovation une association trop forte au mot arnaque plutôt qu'à la joie, à la performance, et c'est là vraiment ce qu'il faut qu'on arrive à travailler. Oui, là c'est un vrai pari, enfin plusieurs l'ont prononcé, c'est quand même le mot pari aussi qui est... C'est un pari, mais il y a un moment on se doit d'aller vers l'inconnu, on sait quelle est la destination, alors il est modérément inconnu dans le sens où on sait exactement d'où on part, où on veut arriver. Et la décision, c'est quels sont les paliers. Dans cet escalier qu'il va nous falloir franchir, on a besoin de trouver quels sont les paliers intermédiaires qui vont permettre de ne perdre personne. Et c'est l'objet. On veut arriver à attirer tout type d'entreprises pour les accompagner dans cette trajectoire. Aujourd'hui, ce marché, remarquable à 200 millions, avec d'autres en France, on parle de 300 millions. Dans un marché à 30 milliards. C'est moins de 1% du marché. Et c'est un marché qui était 0% il y a 3 ans. Donc forcément, il y a des choses à apprendre. On a besoin du regard des uns et des autres, que des gens comme Alain, comme Mathieu nous disent « Ah, attention, oui, elle est bien la première marche, attention, ça glisse. » Donc faisons attention, parce qu'il y a des préoccupations. Il faut que la façade tienne bien sur le bâti existant, en se préoccupant de la qualité de ce bâti initial. Ah tiens, il y a de l'amiante, enfin il y a d'autres problématiques embarquées. Que les gens, c'est aussi problématique de confort. Il faut gérer cette adaptation au changement climatique. Enfin, toutes ces questions sont adressées de concert pour que ça soit réussi, ce chemin. Et donc, vraiment, tout le challenge qu'on a et ce pari, c'est qu'on sait où on veut arriver, mais on ne sait pas combien il y a de marches, quelles elles doivent être, quelle est la hauteur de ces marches, et tout ce qu'on essaye de dimensionner, de calibrer pour pas à pas avancer, parce qu'on ne peut plus rester dans cette position, en tout cas, de non-décision, de non-avancée. En tout cas, de la seule position vraiment risquée, c'est celle de l'inaction. Voilà, alors peut-être Mathieu Garcia et Alain Reynès, vous pourrez réagir à ce qu'a dit Sébastien Delpont en disant on a besoin de vous aussi, peut-être un mot supplémentaire et un mot de conclusion, parce qu'on va arriver à la fin de cette séquence. Oui, juste pour appuyer mon propos suite à la réaction de Sébastien, les Pays de Loire sont un territoire d'expérimentation en ce moment, et on est avancé dans la procédure à un point que les choses sont en train de se cristalliser, si vous voulez. Donc, je disais que j'étais optimiste tout à l'heure. Quand je dis ça, c'est pas une question de principe, hein, c'est sur la base d'une analyse détaillée par l'ensemble de l'équipe d'AMO au service de MACH et des 14 bailleurs, et sur la base d'un substrat extrêmement riche apporté par les entreprises. Donc, quand je dis qu'on est optimiste, ça résulte d'une analyse qui a été faite de manière détaillée par une équipe d'une 30aine de personnes,
Voilà, et les premières conclusions qu'on tire sont bonnes. Donc soyons optimistes. La voie est ouverte, j'ai envie de vous dire. La voie que Sébastien a ouverte il y a quelques années, que Axel a prise avec lui, est ouverte. Maintenant, on est dans le concret, et le concret est très prometteur. Alain Reynès. Oui, donc écoutez, nous on est contents de participer à cette aventure, comme a dit Sébastien, c'est une véritable aventure. Je pense que, comme dire en anglais, you go, we go, donc on grandira tous ensemble donc dans cette aventure-là. Le chemin, c'est à nous de le bâtir, et puis bon, quand on voit donc qu'il y a un effet social et environnemental à la clé, donc c'est vraiment top, c'est-à-dire que on va au-delà donc de l'objectif financier, c'est-à-dire donc le confort d'usage avant tout. Voilà. Alors donc, Sébastien Delpont, normalement c'est pour la fin de l'année que tout va être dévoilé là. Alors c'est sûr qu'il y a des processus, ça n'a pas fini d'avancer, parce qu'aujourd'hui on était il y a 3 ans à des trentaines de logements, là on va passer aux 3000, donc c'est bien, on a multiplié par 100 en 3 ans, maintenant il faut encore multiplier par 100. Aujourd'hui on ne peut pas se contenter d'être 1% du marché, il faut l'être au moins 10, 20, 30%. Et comment ça va pouvoir se faire cette accélération? C'est là qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir, il y a eu des premières étapes, et c'est pour ça aussi que notre rôle de facilitateur d'intérêt général est précieux, d'être là pour faire ce partage open source, ces nouvelles coopérations. Demain, comment on passe à des fabrications plus industrielles à encore plus grande échelle. Je veux dire, aujourd'hui, il s'agit vraiment de faire de la rénovation massive et performante un projet de territoire et un projet de société. Aujourd'hui, on a des présidents, des premiers ministres qui sont fiers d'utiliser des gigafactories de construction de batteries, de parler d'avions à hydrogène. Maintenant, on a besoin de faire à la même échelle des projets de rénovation zéro énergie qui cristallisent autant l'intérêt de la société au sens large. Et que demain, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont des posters de Thomas Pesquet dans leur chambre, qui ont des posters de Ferrari ou de Tesla électriques. Voilà, je rêve du jour où demain, ils auront dans leur chambre des posters de bureaux d'études, de bureaux de contrôle, d'architectes célèbres, ou de maîtres d'ouvrage, parce qu'ils auront envie aussi de contribuer à ce que, avant d'aller sur la Lune, on réinvente la Terre et qu'on la réinvente en commençant par le bâti, là où on vit. Alors c'est une belle conclusion, mais j'avais juste un mot quand même, parce que c'est vrai qu'on a parlé de 30 ans, quand même, d'une garantie de 30 ans, c'est un sacré engagement aussi, quand même, aussi, ça peut faire peur, enfin, c'est de part et d'autre, c'est un pari fort aussi. C'est un pari fort, mais en même temps, voilà, nos horizons climat, tous les engagements dont on voit, c'est 2050, donc 2050, on s'y prépare aujourd'hui. La ville de 2050, c'est à 75% la ville d'aujourd'hui. Il y a un moment, il faut arrêter d'y revenir tous les 3 ans. Pour vous, les acteurs, ils sont prêts à il va falloir régler les problèmes de façon ferme et définitive, et pas se dire, voilà, enfin, il y a un sujet entre traiter le problème de fond et résoudre une douleur énergétique de court terme. Si c'est soulagé en baissant la consommation de 10% pour y revenir dans 3 ans, quand l'augmentation des prix de l'énergie remonte de 10%, on fait semblant de traiter le problème. On a 26 millions à faire d'ici à 2050 des logements. Donc autant qu'il y en ait qu'on fasse et qu'on n'ait plus besoin d'y revenir d'ici à 2050. Donc vraiment, oui, certes, mais ça correspond à un cycle immobilier. Donc c'est très cohérent de travailler à cette échelle de 30 ans, qui sont la vraie échelle de l'économie de l'immobilier et de la valeur de la durée des biens. Merci à vous, Sébastien Delpont, donc directeur associé chez Greenflex et directeur d'énergie Sprong France, à Mathieu Garcia, un directeur associé d'Emenda, et à Alain Reynès, un directeur de développement de Socotex, et puis Axel David aussi, directeur des UHH de Pays de Loire, qui a dû nous quitter entre-temps. On marque une nouvelle pause et on va arriver à la dernière séquence. On va parler de tendance et de design et on va s'intéresser à l'espace de vie saisonnier. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.